À peine la porte de sa cellule refermée derrière lui, Nicolas Sarkozy a repris la parole. Moins de 2 semaines après sa sortie de la prison de la Santé, l'ancien chef de l'État a surpris tout le pays en annonçant la parution d'un livre au titre évocateur, Journal d'un prisonnier. L'ouvrage, publié aux éditions Fayard le 10 décembre, promet de dévoiler les pensées les plus intimes de l'ancien président durant ses 21 jours de détention. Rarement un responsable politique, et encore moins un ex-chef de l'État, n'aura livré un témoignage aussi rapide, aussi personnel et aussi inattendu sur son expérience carcérale. C'est sur ses réseaux sociaux que Nicolas Sarkozy a choisi de briser le silence. Le message, concis, s'accompagnait d'une couverture sombre et d'un extrait qui a immédiatement capté l'attention. En prison, il n'y a rien à voir, rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé, où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Ces mots, simples mais chargés d'émotion, donnent le ton du livre, celui d'un homme isolé, confronté au dépouillement, mais aussi en quête de sens. Derrière cette introspection se dessine une volonté claire. Reprendre la main sur un récit qui lui échappe depuis trop longtemps. En quelques phrases, Sarkozy place le lecteur face à la réalité d'un quotidien carcéral sans artifice. Loin des privilèges supposés d'un ex-président, il veut montrer qu'il a connu la dureté, la promiscuité, le vacarme incessant de la détention. Le calendrier éditorial, lui aussi, interpelle. 11 jours seulement après sa remise en liberté, l'ancien président officialise la sortie de son ouvrage. La date choisie, le 10 décembre, n'est pas anodine. Elle marquera exactement 1 mois depuis la fin de sa détention. Une coïncidence trop parfaite pour être fortuite. En réalité, cette publication s'inscrit dans une stratégie méticuleusement pensée. En reprenant la parole aussi vite, Nicolas Sarkozy entend réoccuper l'espace public, s'imposer à nouveau dans le débat politique et médiatique et surtout transformer une épreuve en opportunité narrative. Pour beaucoup, Journal d'un prisonnier s'annonce comme un objet politique avant même d'être un livre. Derrière la plume du détenu se cache celle de l'homme d'État rompu à la communication. Sarkozy, stratège, sait que le silence est l'ennemi de la maîtrise du récit. Là où la justice impose la retenue, lui choisit la confession. Là où ses adversaires parlent à sa place, il reprend la plume pour livrer sa version. C'est un geste de reconquête symbolique, reprendre le contrôle de son image en s'appropriant les mots de la détention. Mais ce projet révèle aussi une dimension plus humaine. Ceux qui ont approché l'ancien président durant ces semaines évoquent un homme profondément marqué par l'enfermement. À la Santé, privé de son entourage, il aurait consigné quotidiennement ses impressions dans de simples cahiers à spirale. Ces notes, désormais retravaillées, constituent la matière brute du livre. Un document que les proches décrivent comme sincère, parfois brutal, souvent silencieux, où se mêlent regret, colère et lucidité. Le pari est audacieux. Publier un tel texte aussi vite expose Sarkozy à un double risque, celui de la récupération politique et celui de la critique morale. Certains y verront une manœuvre de communication, d'autres une tentative de justification personnelle. Quoi qu'il en soit, le coup est déjà réussi sur le plan médiatique. Jamais un ancien président n'avait osé se raconter depuis l'intérieur d'une cellule. Ce geste le distingue autant qu'il divise. Car cette annonce intervient dans un contexte tendu, le pays reste partagé entre fascination et rejet vis-à-vis de celui qui a incarné pendant 5 ans la présidence hyperactive et volontariste. Aujourd'hui, il se présente sous un jour radicalement différent, celui d'un homme seul face à la justice et à lui-même. En dévoilant les coulisses de sa détention, Sarkozy cherche peut-être à humaniser son image, à rappeler que derrière le dirigeant controversé se cache aussi un homme vulnérable. D'un point de vue symbolique, Journal d'un prisonnier pourrait bien devenir un tournant dans la communication politique française. En exposant ses failles, Sarkozy ouvre une voie que peu d'hommes politiques ont osé emprunter, celle de l'autobiographie carcérale. Ce registre, jusqu'alors réservé aux écrivains ou aux dissidents, prend ici une dimension inédite. À travers son récit, il s'adresse autant à ses juges qu'à ses électeurs, à ses détracteurs qu'à ses fidèles. L'annonce du livre résonne donc comme un acte de défi, un cri d'orgueil autant qu'une confession. Elle marque le retour d'un homme qui, malgré les condamnations et la perte de pouvoir, refuse de disparaître. En choisissant de raconter son séjour à la Santé, Nicolas Sarkozy ne se contente pas de témoigner. Il transforme la honte en récit, la punition en message et la chute en posture politique. Une manœuvre risquée mais typique d'un homme qui, tout au long de sa carrière, n'a jamais craint la confrontation. Derrière les murs gris de la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a vécu, selon ses mots, une parenthèse hors du temps.
21 jours seulement, mais 21 jours capables de redéfinir la perception qu'un ancien chef d'État pouvait avoir de la justice, de la solitude et de la liberté. Ce laps de temps, apparemment court, s'est étiré pour lui comme une éternité. L'homme habitué à l'agitation politique, au couloir du pouvoir et à l'écho des discours s'est retrouvé face à un autre type de vacarme, celui du métal, des cris et des portes qui claquent. La prison de la Santé, réhabilitée depuis quelques années, n'a rien d'un hôtel discret pour figure publique. Les conditions de détention y sont strictes et le règlement impitoyable. Sarkozy y a découvert un monde clos où chaque geste est codifié, chaque minute encadrée. Réveil tôt, contrôle permanent, repas à heure fixe, promenade sous surveillance, tout y rappelle la perte de contrôle, l'impossibilité de décider. Pour un homme qui, des années durant, a exercé le pouvoir suprême, ce changement brutal de cadre fut, selon ses proches, une véritable déflagration psychologique. Dans Journal d'un prisonnier, l'ancien président décrit cette immersion forcée dans un univers où le temps se dilate et se contracte à la fois. Il parle du bruit comme d'une obsession. À la Santé, le silence n'existe pas, écrit-il. Les voix, les pas dans le couloir, les conversations étouffées, les portes métalliques, tout devient un fond sonore continu, une mer de sons dont on ne peut s'échapper. Ce vacarme constant, raconte-t-il, finit par agir comme une forme de torture douce. Il empêche le repos, oblige à l'introspection. C'est un monde où l'on apprend à écouter, non pas pour entendre, mais pour comprendre. Mais il n'y a pas que le bruit, il y a aussi la solitude. Bien qu'il ait bénéficié d'une cellule individuelle, l'isolement fut l'un des aspects les plus éprouvants de sa détention. Sarkozy décrit le contraste entre la foule des bruits et le vide des échanges. À la Santé, dit-il, on se retrouve face à soi-même. Les journées passent lentement, scandées par les visites des gardiens, quelques lectures et la contemplation des murs. J'ai redécouvert la valeur du temps, note-t-il. En prison, chaque minute pèse davantage, chaque heure vous confronte à votre propre conscience. Ce confinement a agi sur lui comme une expérience d'introspection forcée. L'homme pressé, celui qui a toujours vécu dans la vitesse, s'est vu contraint de ralentir, d'observer, de réfléchir. Le président s'efface alors pour laisser place à l'individu, à l'être humain qui doute, s'interroge et mesure l'écart entre son passé glorieux et sa condition présente. Certains proches, ayant eu accès à quelques passages du manuscrit, évoquent des pages empreintes d'humilité et de mélancolie. Ils parlent du pouvoir comme d'un rêve qui s'évapore, confie un ancien conseiller. L'ancien président a aussi pu observer depuis sa cellule un microcosme social méconnu, celui des détenus ordinaires. Gardiens, codétenus, employés de la prison, tous font partie d'un système fermé où les règles de survie diffèrent du monde extérieur. Même si Sarkozy n'a pas partagé de cellule, il a croisé d'autres prisonniers lors des promenades ou à la cantine. Il écrit « Derrière les barreaux, les différences sociales s'effacent. La hiérarchie politique n'a plus de sens. Ici, nous sommes tous des numéros, des corps dans un espace réduit. Une observation rare venant d'un homme habitué aux distinctions de rang et de protocole. Ce contact, limité mais réel, a nourri une réflexion sur la condition humaine et sur la justice elle-même. Dans ses notes, il s'interroge « Que devient la dignité quand on vous retire tout ? Comment continuer à exister lorsque votre identité est réduite à un matricule ?» Ces questions, plus philosophiques que politiques, donnent à son livre une profondeur inattendue. Il ne s'agit plus seulement d'un récit de détention, mais d'un essai sur la perte, la résilience et la reconstruction intérieure. À travers cette expérience, Nicolas Sarkozy découvre une autre forme de pouvoir, celui du silence et de la maîtrise de soi. Privé de parole publique, il observe, mémorise, écrit. Ses journées sont rythmées par la lecture, Montesquieu, Malraux, Dostoïevski, et par de longues heures d'écriture. Ses cahiers, selon l'un de ses avocats, étaient remplis dès la fin de sa détention. Cette activité devient sa respiration, son moyen de ne pas sombrer dans la torpeur. Le journal d'un prisonnier prend ici tout son sens. Ce n'est pas un simple récit politique, mais le journal d'un homme confronté à la perte de tout ce qui faisait sa force. Et paradoxalement, c'est dans cette fragilité que Sarkozy retrouve un certain équilibre. Il écrit « J'ai compris que la liberté ne se mesure pas à la taille d'une cellule, mais à la clarté de son esprit. Ces 21 jours à la Santé auront donc été plus qu'une épreuve, une transformation. Derrière la rigueur de l'ancien président perce un ton plus méditatif, presque littéraire. L'expérience carcérale, loin de l'avoir brisé, semble avoir renforcé son besoin de comprendre les autres, la justice et surtout lui-même. Et dans cette volonté d'écrire, on sent déjà poindre l'idée d'une revanche symbolique. Si la justice a voulu le réduire au silence, il parlera à travers les mots.
La chute de Nicolas Sarkozy n'est pas seulement celle d'un ancien président de la République. Elle symbolise un tremblement de terre politique et institutionnel sans précédent sous la Ve République. La condamnation à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 a résonné comme un coup de tonnerre dans l'opinion publique. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine de la France, un ex-chef d'État a été incarcéré pour des faits liés à la corruption politique et au financement occulte. Le 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict après un procès fleuve, ponctué de révélations, d'auditions explosives et de débats passionnés. Les magistrats ont jugé que Nicolas Sarkozy avait joué un rôle central dans un réseau de transactions suspectes impliquant d'importants montants en provenance de Libye sous le régime de Mouammar Kadhafi. L'accusation s'appuyait sur des témoignages, des documents bancaires et plusieurs enquêtes internationales qui, selon les juges, démontraient un faisceau d'indices concordants. Mais la décision du tribunal n'a pas fait l'unanimité. Pour ses défenseurs, cette condamnation n'était rien d'autre qu'un acte politique déguisé en justice. L'un de ses avocats, M. Thierry Herzog, a dénoncé une construction fragile, bâtie sur des hypothèses plus que sur des preuves, tandis que d'autres proches de l'ancien président ont parlé d'un procès de l'homme plus que du dossier. Le débat a dépassé le cadre strictement juridique pour devenir un affrontement idéologique. La justice contre le pouvoir, les juges contre l'exécutif, la morale contre la politique. L'affaire du financement libyen, longtemps considérée comme un feuilleton judiciaire, s'est transformée en un véritable drame national. En toile de fond, une question obsédante. Jusqu'où la justice peut-elle aller lorsqu'il s'agit d'un ancien président ? Et surtout, cette rigueur traduit-elle une volonté d'exemplarité ou un acharnement ? Les opinions se divisent. Les passions s'enflamment. Les partisans de Sarkozy dénoncent une chasse aux sorcières, une revanche judiciaire d'une France divisée. Ses opposants, eux, saluent un moment historique où la loi s'applique enfin sans distinction de rang. L'ironie du destin veut que Nicolas Sarkozy, jadis chantre de l'ordre et de la fermeté judiciaire, soit devenu à son tour le symbole de la sévérité des tribunaux. L'homme qui, président, prônait la tolérance zéro face à la délinquance, se retrouve jugé avec la même rigueur qu'il appelait de ses vœux. Cette inversion des rôles, presque shakespearienne, nourrit une réflexion plus large sur la justice et le pouvoir. Dans Journal d'un prisonnier, il en parle avec amertume, mais aussi avec une forme d'acceptation résignée. La justice, dit-il, m'a appris que nul n'est à l'abri, ni les puissants, ni les faibles. Elle frappe à la porte sans prévenir. Pourtant, le verdict du tribunal n'a pas été total. Nicolas Sarkozy a été relaxé des chefs d'accusation de corruption et de détournement de fonds publics. Une nuance qui n'a pas suffi à effacer le choc de la peine principale. 5 ans ferme. En pratique, la durée de détention effective a été écourtée, mais la portée symbolique de la décision demeure considérable. Elle marque un tournant dans la relation entre la justice et la politique en France. Ce précédent rappelle que, dans une démocratie mature, la légitimité du pouvoir exécutif ne protège plus de la reddition des comptes. Dans les coulisses du palais de justice, les observateurs ont noté le calme de Nicolas Sarkozy à l'écoute du verdict. Aucun éclat, aucune colère publique. Mais selon des témoins, son regard disait tout, une rage contenue, un sentiment d'injustice, et surtout la certitude qu'il reviendrait pour se défendre. C'est cette émotion-là, brûlante et lucide, qui irrigue les pages de son livre. Son journal devient le prolongement de ce procès, une réponse personnelle à ce qu'il considère comme une humiliation institutionnelle. Autour de lui, le monde politique s'est divisé. Les fidèles, de Brice Hortefeux à Éric Ciotti, ont réaffirmé leur soutien sans réserve, vantant son courage et sa dignité face à l'adversité. D'autres, au contraire, ont pris leur distance, évoquant la nécessité d'un renouvellement moral de la droite française. Cette fracture révèle la difficulté de l'héritage sarkozyste, entre fidélité à l'homme et volonté de tourner la page. Ce contexte explosif fait du futur procès en appel. Prévu pour mars 2026, un événement scruté à la loupe. Pour Sarkozy, cette échéance représente bien plus qu'une bataille judiciaire. C'est une guerre d'honneur. Ses avocats affirment que l'appel permettra enfin d'exposer les failles de l'enquête et de rétablir la vérité. Mais ses détracteurs redoutent qu'il utilise ce procès comme une tribune politique, un retour déguisé sur la scène publique. Derrière cette tension se cache une question de fond. La justice française est-elle réellement indépendante du pouvoir politique ? Le cas Sarkozy cristallise un débat vieux de plusieurs décennies sur les rapports entre magistrats et dirigeants. Ce qui se joue ici dépasse la seule personne de l'ancien président, c'est la crédibilité même des institutions qui est en cause. Enfin, il y a la dimension humaine. Le journal d'un prisonnier ne cherche pas à prouver l'innocence, mais à dévoiler le vécu. Sarkozy y raconte son incompréhension, son sentiment d'abandon et cette impression d'être devenu le symbole d'un système qui cherche à se purifier à travers lui. « J'ai été condamné,
non pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je représente, écrit-il. Phrase lourde de sens, qui résume à elle seule la fracture entre l'homme politique et la justice qui l'accuse de l'avoir transformé en exemple. Ainsi, au-delà de la sanction, c'est une bataille de mémoire qui s'engage. Le procès, la prison et le livre ne sont que les 3 chapitres d'une même histoire, celle d'un homme qui, après avoir gouverné la France, doit désormais gouverner son propre destin face à la justice. Et pour Nicolas Sarkozy, cette lutte n'est pas terminée. Elle ne fait peut-être que commencer. Lorsque Nicolas Sarkozy quitte la prison de la Santé, le 10 novembre, au petit matin, le ciel parisien est gris et froid. Pas de cortège, pas de caméra à l'entrée principale, seulement quelques silhouettes discrètes, des avocats, des proches, et un silence pesant. Après 21 jours de détention, l'ancien chef de l'État retrouve la liberté. Une liberté toute relative, encadrée, surveillée et conditionnée à des obligations rigoureuses décidées par le juge d'application des peines. Car ce n'est pas un homme libre qui quitte la Santé, mais un citoyen sous contrôle judiciaire. Les restrictions imposées sont nombreuses et précises. Nicolas Sarkozy ne peut quitter le territoire français sans autorisation formelle. Il lui est interdit d'entrer en contact avec toute personne impliquée de près ou de loin dans l'affaire libyenne, y compris certains anciens collaborateurs et amis politiques. Parmi eux figure notamment Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dont le nom a été cité dans plusieurs volets de l'enquête. Cette séparation imposée est vécue comme une blessure supplémentaire par l'ancien président qui, selon son entourage, considère cette interdiction comme une humiliation morale. Mais le contrôle judiciaire ne se limite pas à ces seules contraintes de communication. Chaque déplacement, chaque initiative publique est désormais minutieusement encadrée. Des rendez-vous réguliers avec son avocat et des vérifications administratives sont imposées. Le moindre manquement pourrait entraîner une révocation immédiate de sa libération conditionnelle et un retour derrière les barreaux. « Je vis dans une cage plus vaste », aurait confié Nicolas Sarkozy à un proche, une phrase révélatrice d'un sentiment d'étouffement persistant malgré la sortie. Dans Journal d'un prisonnier, il évoque ce moment précis, celui où l'air libre ne signifie plus vraiment la liberté. « En sortant, je n'ai pas respiré, j'ai hésité », écrit-il, comme si l'extérieur m'était devenu étranger, j'avais laissé une partie de moi derrière ces murs. Cette confession illustre le paradoxe de sa situation. Libre en apparence, mais prisonnier d'un cadre judiciaire et médiatique qui continue de le poursuivre. Depuis sa remise en liberté, l'ancien président se tient à distance des caméras. Pas de conférence de presse, pas d'interview, il choisit le silence, ou plutôt la parole différée, celle de son livre. À travers cette publication, Sarkozy a trouvé une manière subtile de contourner les restrictions imposées par la justice. Il ne peut pas parler directement de l'affaire, ni échanger avec ses anciens interlocuteurs politiques, mais il peut s'exprimer devant les Français, livrer son ressenti, son récit, sa vérité. Ce choix, d'une habileté politique remarquable, témoigne de sa capacité à transformer les contraintes en opportunités. Autour de lui, la vigilance est constante. Les services de sécurité continuent de veiller, mais la tension n'est plus la même. Ce n'est plus un président protégé, c'est un homme surveillé. Les rares amis autorisés à le visiter décrivent un Nicolas Sarkozy changé, plus mesuré, parfois même fataliste. Il sait qu'il marche sur une ligne fine. Confie un ancien collaborateur, le moindre faux pas serait exploité. Alors il se discipline, il s'impose sa propre loi du silence. Cette période de liberté restreinte agit comme une transition. Ni totalement libre, ni complètement captif. C'est une phase d'observation, autant pour la justice que pour l'opinion. Les juges veulent s'assurer qu'ils respectent les conditions fixées, tandis que le public guette la moindre parole, le moindre geste pouvant trahir une intention politique. Car derrière l'homme sanctionné plane toujours la figure du stratège. Sarkozy reste un animal politique. Même affaibli, il observe, calcule, prépare. Ce contexte explique aussi le choix de la date du 10 décembre pour la publication de Journal d'un prisonnier. 1 mois, jour pour jour, après sa libération. Un délai suffisant pour reprendre son souffle mais assez court pour maintenir l'attention. Ce calendrier millimétré n'est pas le fruit du hasard, c'est la signature de l'homme d'action, celui qui n'a jamais laissé au hasard le rythme de sa communication. À travers ce livre, il reprend le contrôle du récit et occupe de nouveau l'espace médiatique sans enfreindre les règles du contrôle judiciaire. Le contraste entre la contrainte judiciaire et la liberté de parole littéraire donne à cette période une dimension singulière. Sarkozy, privé de tribune politique, trouve refuge dans l'écriture. Ses mots deviennent une forme de résistance. Il écrit pour ne pas se taire, il publie pour ne pas disparaître. Certains y voient une manœuvre de communication, d'autres une catharsis sincère. Probablement les deux à la fois, car chez Sarkozy, la stratégie et l'émotion ne s'excluent jamais. Elles se nourrissent. Ces conditions de libération rappellent aussi à quel point la justice entend rester ferme. En autorisant cette sortie anticipée, les juges ont voulu envoyer un message d'équilibre. La clémence est possible, mais elle se mérite.
À la moindre infraction, le retour en cellule serait automatique. L'ancien président le sait. Et cette peur du retour, tapie dans son esprit, agit comme une force disciplinante. Je vis chaque jour avec l'idée que tout peut s'arrêter à nouveau, confie-t-il dans une note. Ce climat de tension constante, où la liberté se conjugue à la méfiance, donne à cette période un relief particulier. L'homme, désormais seul face à ses responsabilités, mesure l'étendue du fossé entre son passé de président et sa réalité de justiciable. Il sait que l'opinion reste divisée. Certains compatissent, d'autres jubilent, mais tous le scrutent. Et c'est dans ce regard collectif, parfois impitoyable, que Nicolas Sarkozy doit désormais apprendre à exister autrement. Cette liberté sous condition n'est pas seulement un épisode judiciaire, elle devient un symbole. Le symbole d'un pouvoir déchu mais encore debout, d'un homme qui tente de reconquérir sa dignité par les mots et d'une république qui s'interroge sur la frontière entre justice et vengeance. Le compte à rebours est lancé. Le 16 mars 2026, Nicolas Sarkozy comparaîtra à nouveau devant la justice française. Cette fois, ce sera devant la Cour d'appel de Paris pour rejouer la partie la plus décisive de sa vie publique. 3 années d'attente, de préparation et de tension le séparent de ce moment crucial. Pour l'ancien président, cet appel représente bien plus qu'une procédure judiciaire. C'est une croisade personnelle, une bataille pour l'honneur, pour sa réputation et peut-être pour son héritage politique. D'ici là, l'ombre de ce procès plane sur chacune de ses actions. Chaque mot prononcé, chaque silence observé est analysé, interprété, disséqué. Les soutiens de Sarkozy, fidèles depuis ses débuts, se préparent déjà à livrer une guerre d'images et d'opinions. Car ils savent que le procès en appel ne se jouera pas uniquement dans le prétoire, mais aussi sur la scène publique. L'ancien président, lui, le sait mieux que quiconque. En France, la justice n'est jamais complètement séparée de la politique et encore moins des médias. Le journal d'un prisonnier constitue, en ce sens, la première pierre de cette nouvelle stratégie. Sous couvert d'introspection, le livre installe un récit alternatif, celui d'un homme injustement condamné, d'un symbole sacrifié sur l'autel d'une justice trop zélée. Sarkozy ne se présente pas comme une victime, mais comme un témoin, celui d'un système qui, selon lui, s'acharne à démontrer sa puissance au détriment de la nuance. En écrivant, il prépare déjà le terrain moral de son appel. Ces mots deviennent ses premières plaidoiries, ses arguments à demi-mot. Le calendrier du procès en dit long sur l'importance de l'affaire. Entre mars et juin 2026, la Cour d'appel examinera de nouveau les faits, les preuves et les témoignages dans un climat qui s'annonce électrique. Les avocats de Sarkozy promettent un procès en deux vérités, au cours duquel seront selon eux mises en lumière les failles du dossier libyen. Incohérences, contradictions, témoins douteux. Mais Thierry Herzog, son plus fidèle défenseur, aurait déjà constitué une équipe élargie d'experts financiers et juridiques afin de contester point par point les conclusions de la première instance. Mais si l'enjeu est juridique, l'enjeu symbolique, lui, est immense. Pour la France, ce procès sera un test de solidité institutionnelle. Pour Sarkozy, ce sera un combat pour la postérité. L'ancien président espère qu'un éventuel acquittement pourrait réhabiliter son image et, à défaut d'un retour politique, lui permettre de sortir par le haut. Même s'il n'envisage plus de se représenter, son influence reste intacte dans une partie de la droite française, où son nom continue de susciter à la fois respect et nostalgie. Les sondages d'opinion menés après sa détention montrent d'ailleurs un phénomène inattendu. Une partie des Français, y compris parmi ceux qui ne l'ont jamais soutenu, éprouvent une certaine empathie. L'image d'un homme autrefois tout-puissant, désormais confronté à l'humiliation publique, a touché. C'est cette corde émotionnelle que le livre, puis le procès, risquent de faire vibrer à nouveau. La narration de Sarkozy, plus humaine, plus vulnérable, résonne dans une société fatiguée des scandales politiques, mais encore sensible à la rédemption. Dans les coulisses, les préparatifs s'intensifient. L'Élysée observe la situation avec une prudence extrême. Le pouvoir actuel, quelle que soit sa couleur politique, sait que chaque audience, chaque témoignage pourrait rouvrir des blessures profondes dans la classe dirigeante. Car le procès Sarkozy n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui d'un système, celui du financement des campagnes, des réseaux d'influence et des compromissions de l'après-guerre froide. Le Liban, la Libye, la Suisse, tout un puzzle international pourrait ressurgir dans les débats. Pour l'ancien président, cette attente a aussi une dimension intime. Ses proches évoquent un homme concentré, déterminé, parfois mélancolique. Il lit beaucoup, écrit encore plus. Dans ses notes, il revient souvent sur l'idée de justice et sur la notion de responsabilité. « J'assume d'avoir gouverné, écrit-il, mais je refuse d'endosser des crimes que je n'ai pas commis. » Une phrase qui résume à la fois sa combativité et son besoin de reconnaissance. Ce mélange de fierté et de blessure est au cœur de son personnage, celui d'un homme qui, même acculé, refuse la reddition. L'opinion publique oscille entre curiosité et lassitude.
Certains estiment que ce procès est nécessaire pour clore une page de l'histoire politique récente. D'autres le voient comme un acharnement judiciaire inutile. Dans les deux cas, il fascinera parce qu'il mêle pouvoir, argent, trahison et justice, les ingrédients mêmes des grandes tragédies contemporaines. Et comme souvent, Sarkozy joue ce rôle à sa manière, dramatique, intense, théâtral, parfaitement conscient du regard de l'histoire. Mais au-delà des projecteurs, une question demeure, que restera-t-il de Nicolas Sarkozy après ce procès ? Si l'appel le blanchit, il deviendra le symbole de la résilience et de la revanche. Si la condamnation est confirmée, il rejoindra le panthéon des figures politiques déchues, marquées à jamais par la justice. Dans les deux cas, son destin illustre la fragilité du pouvoir, cette ligne ténue entre la gloire et la chute, entre la présidence et la cellule. En attendant mars 2026, le temps s'étire et le silence pèse. Nicolas Sarkozy, désormais libre mais observé, vit chaque jour comme un prélude. Son livre, ses mots, ses silences font partie d'une même stratégie. Reprendre le contrôle, ne jamais se laisser réduire au rôle de condamné. À 70 ans passés, il semble animé d'une certitude farouche. Tant qu'il peut encore parler, écrire, se défendre, il n'a pas perdu. Et dans ce combat entre l'homme et la justice, entre la mémoire et l'oubli, une chose est sûre. Le procès en appel ne sera pas seulement celui de Nicolas Sarkozy. Il sera celui d'une époque, d'une France qui s'interroge sur la limite du pouvoir et sur la capacité de ses dirigeants à répondre de leurs actes. Une bataille judiciaire mais aussi morale dont le dénouement marquera à coup sûr l'histoire politique du pays.